Le 16 décembre 2017, des images de l'US Navy créent la sidération parmi la population américaine. Jusque-là classées secret défense, 3 vidéos d'objets volants non identifiés filmés par des F-18 sont révélées au public. Elles seront authentifiées par la Navy en novembre 2019. La première vidéo remonte à novembre 2004. Elle est filmée par une patrouille à proximité du porte-avions américain Nimitz. Sur ces images, un objet en forme de gélule effectue des manœuvres qui défient les lois de la physique. Ce sont les radars du navire de guerre USS Princeton qui confirment la présence de plusieurs objets ce jour-là. Une patrouille de F-18 est immédiatement envoyée sur place et filme l'un de ces objets volants non identifiés. Dans le jargon militaire et scientifique, on les appelle PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dans le même temps, le très sérieux New York Times révèle l'existence d'un programme secret. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. Le programme s'appelait le Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales, dirigé par l'officiel Luis Elizondo. Des dizaines de millions de dollars ont été alloués au programme par l'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid. À cette époque, j'étais le chef du Sénat et j'ai parlé au sénateur d'Hawaï, Daniel Inouye, et au sénateur de l'Alaska, Ted Stevens. Ils étaient tous deux représentants du comité des crédits. C'est lui qui détermine où les crédits pour la défense sont investis. Il contrôlait aussi ce qu'on appelle les fonds secrets, des lignes de budget noirs qui n'apparaissent nulle part. C'était secret, c'était classifié. Et je leur ai demandé de se rencontrer dans une chambre sécurisée du Capitole. Là, je leur ai exposé les faits. Et je leur ai dit que je voulais qu'on dépense de l'argent pour essayer de comprendre de quoi il pouvait bien s'agir. Ces révélations sont reprises par tous les médias américains. La divulgation de l'existence d'un programme secret à 22 millions de dollars pour étudier les ovnis est prise très au sérieux. Alain Juillet est l'ancien directeur des renseignements des services secrets français, la DGSE. Le fait que ce soit un sénateur américain qui ait demandé, qui ait insisté pour qu'il y ait cette enquête, montre quand même que ça correspond à une vraie problématique. Néanmoins, les Américains, quand ils ont décidé, à la demande du sénateur de faire l'enquête, l'ont faite parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre de problèmes sur lesquels les pilotes américains en particulier s'étaient interrogés, je dirais, les pilotes et les autres, en voyant les images de ce qu'ils avaient pu regarder. Aux États-Unis, l'affaire fait grand bruit. Et David Fravor, pilote d'un des F-18 présent lors de l'affaire du Nimitz, témoigne sur CNN à une heure de grande écoute. Tout d'abord, ça n'avait pas d'aile, donc on a pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait pas de souffle du rotor sur l'eau, pas de rotor. C'était extrêmement abrupt, comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur et change de direction. Et sa capacité de planer au-dessus de l'eau, puis de repartir à la verticale de 0 à plus de 12 000 pieds, puis d'accélérer en moins de 2 secondes et de disparaître, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Je crois, comme les autres témoins de ce phénomène, qui ont vu l'objet ce jour-là, qu'il s'agit de quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Pour les experts, ce témoignage est hallucinant et légitime les vidéos. Jusqu'ici, les militaires se gardaient bien de donner leur avis. Quelque chose venait de changer aux États-Unis. L'armée des États-Unis a dit OK, on n'a plus besoin de garder tout cela secret. Donc, les pilotes peuvent rapporter ce type de phénomène sans avoir peur pour leur carrière. Dorénavant, ils peuvent rapporter cela à leurs supérieurs. Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Mais les Américains ne sont pas les seuls à étudier le sujet de façon sérieuse. À travers le monde, de nombreux pays ont créé des organismes ou des programmes de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En France, la commission Sigma 2 examine les cas les plus crédibles comme celui de l'affaire Nimitz. Donc on a essayé de reconstituer ce qui a été observé lors des exercices navals qui se déroulaient entre Nimitz, Princeton, etc. Du 10 au 13 novembre 2004, un certain nombre d'observations répétitives d'écho-radars, 8 à 20, observés au-dessus des îles Catalina, sur une trajectoire sud, à 80 000 pieds et à peu près 100 nœuds.
Donc 100 nœuds, c'est une vitesse qui est extrêmement basse pour un avion, et qui plus est à des altitudes de ce niveau. Créé en 2013, Sigma 2 est constitué de pilotes de chasse, d'ingénieurs, de militaires et même d'astronautes, dont le français Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon, lui, est l'ancien directeur du site de Kourou en Guyane, où sont lancées les fameuses fusées Ariane. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques, par exemple, qui disent « bon, tout ça c'est des bêtises ». Non, si on fait des observations qui sont avérées avec des gens qui ont l'habitude d'observer, comme les pilotes par exemple de chasse, qui voient des choses et c'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont vu, si on ne comprend pas, on range l'information sur une étagère en attendant d'avoir une compréhension scientifique un peu meilleure de certains phénomènes physiques, en attendant de pouvoir travailler correctement sur le sujet. Mais on ne dit pas c'est des bêtises. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. ECHO, donc, qui sont répartis de façon uniforme au nombre de 14 sur une distance d'à peu près 100 miles, avec des altitudes variant de 28 000 pieds jusqu'à 500 pieds. Et ces informations donc sont corrélées entre les différents radars. Sigma 2 travaille en étroite collaboration avec le très officiel Centre national des études spatiales français, le CNES, et plus précisément l'une de ses branches, le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Depuis plus de 40 ans, il tente d'élucider l'origine de certains ovnis. Le GEPAN est à charge de collecter, d'analyser et d'informer par rapport à des observations qui ont été faites par des témoins sur le sol français. Le GEPAN n'est pas un service d'alerte, n'est pas un service de recherche, n'est pas un service de surveillance de l'espace, mais bien un service d'analyse des témoignages à partir de témoignages humains, plus des photos qui accompagnent, des croquis et toute information que peut nous amener le témoin. Notre rôle au niveau technique, c'est de faire une analyse par rapport à des phénomènes connus. On cherche un rapprochement entre l'observation, qui est empreinte d'émotion, qui est empreinte d'étrangeté. Oh! Oh! Mais ne hurle pas comme ça! Oh! Oh maman! Mais c'est quoi? Pourquoi tu hurles? Mais c'est extraordinaire! Arrête de hurler comme ça, enfin! C'est des étoiles! Mais c'est pas des étoiles! On n'a jamais vu ça! Je vais dire après. Mais il faut surtout appeler, je sais pas quoi là. C'est le rôle donc du GEPAN, c'est d'arriver à identifier des phénomènes connus qui peuvent correspondre, ou probables, quand on n'est pas totalement sûr, quand on n'a pas la preuve, ou dans certains cas qu'on n'arrive pas à exploiter parce que les données ne sont pas assez complètes. Et sinon, avec des données complètes ou une étrangeté mais qu'on n'a pas expliquée, on reste sur des cas inexpliqués. C'est d'ailleurs l'un de ces événements en France, très proche des cas révélés par l'US Navy, qui est à l'origine de la création du GEPAN. Un ancien directeur du groupe, Jean-Jacques Velasco, qui fut en poste pendant 21 ans, aujourd'hui expert indépendant, se souvient d'ailleurs qu'une affaire non élucidée est à l'origine de la création de l'organisme. En France, en 1951, un cas a sollicité en fait l'intervention de l'armée de l'air. Des pilotes qui étaient en patrouille ont observé au-dessus de la région d'Orange un objet qui se déplaçait à une vitesse qui correspondait à la vitesse de l'avion. Quand ils ont voulu le rejoindre pour faire l'interception, l'objet en fait a calqué sa vitesse sur celle des avions et à un moment donné il a accéléré de façon considérable. À partir de ce moment-là, un rapport a été fait à l'état-major de l'armée de l'air, c'est remonté même jusqu'au ministre, et on a commencé à prendre en compte très au sérieux ces observations. Et là, des recommandations étaient faites pour créer en France un organisme qui permettait de collecter et d'analyser ces données. Et c'est ainsi que Claude Poher, qui était un ufologue, mais en même temps astronome, et qui travaillait au CNES, a été chargé de créer le GEPAN. Je trouve que c'est le courage du CNES, à une époque, d'avoir dit « Eh ben, on va répondre à cette interrogation-là, et donc on crée le GEPAN ». Et ça, c'était très courageux, parce que précisément, c'est une approche qui est scientifique. Il y a des phénomènes observés qu'on ne comprend pas,
eh ben, on va interroger les gens qui observent les choses et puis on va regarder si on peut étudier cette question-là, on va regarder si on peut répondre à cette préoccupation. Ça, c'est une démarche scientifique. Donc la première patrouille, en fait, est envoyée à peu près 60 miles du Nimitz. Il y a l'observation d'une trace d'écume au niveau de l'eau. L'un des F-18 donc va engager une manœuvre de descente rapide au contact de cette zone d'écume. Et donc l'objet décrit comme un grand tic-tac va changer de position et va grimper. Donc voilà, il y a une manœuvre qui pourrait sembler intelligente. Bon, suite des opérations, ce n'est que la 3e vague de F-18 qui, elle, est équipée de caméras infrarouges, qui va rallier le point, qui va en faire ces fameux enregistrements. Voilà. Et derrière les images, ce sont surtout les commentaires stupéfaits des pilotes de l'US Navy qui interpellent. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like anything, it's rotating. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. Un certain nombre de cas montrent à l'évidence qu'il y a une interaction vis-à-vis notamment des avions. Et ça, c'est tout à fait démontré. Quand vous prenez le nombre de cas aéronautiques à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés, vous êtes sur un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de 0 jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km/h enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, avoir des trajectoires avec à la verticale puis brutalement partir à l'horizontale. Parfois, ces objets non identifiés font preuve de comportements intelligents. Ils semblent tester les capacités des avions de chasse qui les poursuivent. En 1956, à une époque où aucune technologie n'est capable de dépasser 2000 km/h, des objets lumineux survolent à très haute vitesse la base militaire de Lake Nice en Angleterre. Les radars enregistrent des accélérations brutales jusqu'à 6000 km/h, puis des arrêts instantanés qu'aucun appareil terrestre n'est capable d'effectuer. L'un des objets lumineux finit par poursuivre un avion de chasse comme s'il voulait engager le combat. Même la CIA s'est penchée sur l'affaire. L'agence de renseignement l'a révélé en 2006 en rendant publique une partie de ses archives secrètes. Et ce n'est pas le seul cas du genre. Ce que je veux dire, c'est qu'on pensait que ces objets n'apparaissaient que dans les airs. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu des phénomènes inhabituels dans l'eau, sous la mer. Et pas une seule fois, mais plusieurs fois. Les gens racontent d'étranges phénomènes survenus à des bateaux, interrompant parfois même leur communication radio. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important de faire tout ce que l'on peut pour comprendre de quoi il s'agit.